Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui les amis, menu de la causerie en 3 temps, on fera un gros détour sur le match contre Hambourg, une victoire très sérieuse de l'OL, 4-0. Les buteurs Fofana, Maitland-Niles, Mikotadze et un certain Afonso Moreira parti en transition lancé par Alejandro, le jeune Alejandro Gomez Rodriguez. Voilà, ça on en parlera ensemble, c'est le thème numéro 1 de la vidéo. Thème numéro 2, on fera un petit détour sur le mercato, les différentes informations depuis quelques heures, le dossier Lucas Perry qui devrait signer côté Leeds United, mais aussi le dossier Fofana qui devrait, selon Fabrizio Romano et l'équipe, partir aussi en première ligue côté Everton qui lui fait visiblement les yeux doux. On les comprend qu'il soit à ce point-là amoureux du petit Malik. Et enfin, en troisième thème de la vidéo, on parlera de l'effectif à l'instant T de l'OL et on essaiera de voir ensemble quels sont les différents manques sur quelques postes ciblés dans cet OL-là et je pense qu'il y a encore du boulot pour la cellule sportive de l'OL. Avant de commencer, les amis, le petit réflexe qui prend une demi-seconde et qui est gratuit. Si vous aimez le contenu, pensez au petit pouce qui fait vraiment, mais vraiment très plaisir et qui en plus contribue, je peux le dire, à faire grandir la chaîne. Donc merci pour ça les amis. Pensez aussi à me dire en commentaire vos différents points de vue sur le match, sur les différents points mercato, Fofana, Lucas Perry, et enfin me dire aussi si pour vous, quels sont plutôt pour vous les différents postes qu'il faut impérativement renforcer d'ici la fin du mercato. Merci pour tout ça les amis. Alors on commence sans plus tarder par le débrief de match entre l'Olympique Lyonnais et Hambourg, victoire de l'OL 4-0. Au terme d'un match qui, globalement, je peux le dire, a été bien maîtrisé, bien géré par nos joueurs et le staff de Paulo Fonseca, vraiment un très bon match amical, qui, contrairement à Villefranche et Molenbeek, nous laisse plein d'enseignements positifs. Alors tous ces points positifs, j'en parlerai durant le débrief, évidemment, en essayant de vous illustrer, image à l'appui, ce que j'ai aimé au cours du match, mais vraiment ce qu'on peut dire d'un point de vue global, c'est que l'OL a livré un match vraiment sérieux, alors en 2 temps, avec un match un petit peu comment dire, pas habituel dans la configuration, un match en 2 temps, 2 fois 1 heure, et sur la première heure de temps de jeu, un OL qui, je pense, est le plus proche possible de celui que l'on devrait voir à Lens pour la reprise de la saison. Alors la compo, la voici, la voilà, je vous la mets à l'écran pour être le plus précis possible. On avait au cage donc Rémi Descamps, donc 4-3-3 classique, 4-3-3 qui prenait parfois la forme en phase défensive d'un 4-2-3-1, mais on est plus sur un 4-3-3 avec ballon. Donc au cage Rémi Descamps, latéral gauche Abner, Nakate, Mata, Koumbedi pour les 4 de derrière, un milieu à 3, donc 2 pointes basses plutôt avec Tesman, Tolisso et un cran plus haut, le jeune Rallis Mera qui a fait plutôt un bon match, j'aime bien ce qu'il propose, c'est un profil de joueur que j'aime bien, très fin, très technique, alors oui, il faut encore se muscler, prendre du volume, comme dirait Aimé Jacquet, mais il y a du matos avec le petit Rallis Mera. Et devant un trio Fofana, Mikotadze et à droite Maitland-Niles qui pour le coup, pour l'occasion, jouait les utilités comme ailier droit dans ce 4-3-3 de Paulo Fonseca. Donc, durant 1 heure, on a vu un OL qui, je tiens à le dire, a livré de vraies belles choses. Moi, j'ai aimé ce match-là. Très sérieux en tout point, un OL qui était structuré, alors parfois il y a eu quelques petites approximations qui font que il y a des pertes de ballon, qu'on est mis en danger sur les côtés, des replis un petit peu trop laxistes ou un petit peu trop attentistes, oui c'est vrai il y en a eu encore, mais dans l'ensemble un vrai bon match de l'OL, il faut le dire, c'est important, j'ai été quand même pas mal critique sur le match contre Molenbeek, en soulignant largement et longuement les difficultés en transition, attaque-défense et à la créativité sur ce match-là contre Hambourg, j'ai vu un OL vraiment bien dans la maîtrise de son match. Et ça, c'est un point qu'il faut souligner, c'est extrêmement important. On n'a pas tout le temps été habitué en pré-saison à des matchs maîtrisés par l'OL. Là, c'est clairement un match bien abouti, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça? Si c'était que l'OL a été dans une forme d'emprise technique, tranquille. Alors, il n'y a pas non plus eu 10 000 occasions, c'est vrai, mais un OL dans la maîtrise qui a su piquer de différentes manières. Moi, ce qui m'a plu dans le match, c'est qu'on a vu un OL qui a su varier les différentes approches offensives. Tantôt des phases de possession, voilà, durant 30-40 secondes, on a su geler le ballon, c'est bien. Et le plus souvent, ça j'ai vraiment aimé, c'est le foot que j'aime le plus d'aujourd'hui, c'est le foot de transition. Et sur les 4 buts, si on fait un petit peu le décompte de ce qu'a fait l'OL, eh bien une grande partie provient sur un jeu de transition, un jeu rapide, vertical. Et ça, c'est un point très positif. On a vu des séquences de jeu où l'OL a su, sur peut-être 3-4 passes,
accélérer les tempos et tout de suite déséquilibrer Hambourg. Et ça, on l'a vraiment bien fait. J'ai en tête cette action qui mène au but de Mikotadze. Je mets à l'écran un screen qui vous l'illustrera bien. On a un jeu à 3 côté gauche entre Abner, je crois, Tolisso et Fofana. Et là, tout de suite, c'est attaque de l'espace, verticalité, jeu rapide. Fofana qui déboule sur le côté gauche, centre pour Mikotadze et but pour l'OL. Une vraie belle action qui, je trouve, montre bien ce qu'on a su bien faire durant le match. Un jeu vertical de transition rapide. Et ça, c'est plaisant parce que on le sait quand tu perds des profils de créateurs. Comme Cherki, Almada, il faut forcément faire évoluer le plan de jeu. Il faut jouer différemment. Quand tu joues avec Cherki, tu as un jeu peut-être plus pensé, plus dans la maîtrise globale, où tu prends le temps de construire. Mais là, quand tu perds Cherki, tu es sur un foot plus de transition, et là, on l'a bien assumé, on l'a bien fait, intelligemment. Et ce que je vous dis là, le but de Mikotadze, alors c'est un but parmi les 4, mais ça, on l'a vu, je dirais, à 3-4 reprises durant le match. Et ça a été vraiment bien fait. Donc, jeu de transition rapide. Prenez le but du 4-0 d'Afonso Moreira, c'est exactement ce que je vous dis. On a une récupération assez haute d'Alejandro Gomez, temporise, crochet vers la gauche, et là, tout de suite, percussion, et en 2 contre 3, 2 contre 4, profondeur vers Afonso Moreira qui prend l'espace, et la finition clinique, c'est magnifique. Et on retrouve, là, il faut le dire aussi, quelques principes qui sont chers à Paulo Fonseca l'an passé, qu'on a vu à de multiples reprises, un foot de mouvement, un foot de prise de l'espace, un foot rapide. C'est bien et ça confirme ce qui était bien fait l'an passé. On le revoit à nouveau en ce début de pré-saison, on peut le dire comme ça, pour l'OL, et ça c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs j'y pense, petite parenthèse tactique sur comment a été structuré l'OL durant la première heure de jeu. En fait, 4-3-3 en théorie, comme je vous l'ai dit, avec ballon, avec un Rallis Mera qui était plutôt porté vers l'avant dans le tir adverse, avec derrière lui Tessman un cran plus bas pour organiser, et un cran plus haut, Tolisso dans la projection, le relais box-to-box. Vraiment intéressant, j'ai bien aimé ça. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que sans ballon, on est plus sur un 4-2-3-1, parce que dans la proposition de Fonseca, ce qui compte beaucoup dans le pressing qu'il veut initier, c'est que devant, il est 2 joueurs qui vont venir agresser les centraux adverses. Et là, en l'occurrence, dans le 4-2-3-1, il peut le faire parce qu'il a Mikotadze et en soutien Rallis Mera qui ont bien fait ça. Et durant 1 heure, je dois le dire, malgré le peu de matchs qu'ils ont disputés, notamment dans le cadre du petit Mera qui n'a pas l'habitude du plus haut niveau, il faut le dire, d'un point de vue physique, c'est vraiment encourageant. J'ai vu devant des courses vers l'avant, de la prise de profondeur, attaquer l'espace, du repli, c'est bien. Là encore, c'est un point vraiment très positif du match. Il y a une progression physique qui est normale a priori, mais il faut le dire, c'est un point aussi d'analyse qui me paraît important. Et surtout, ce qui m'a plu, les amis, dans ce match-là, là encore, c'est l'un des fils conducteurs sous Fonseca depuis maintenant 6 mois qu'il est à l'OL, c'est la faculté, la qualité qu'a l'OL pour sortir sous pression dans son propre camp. Et là, ça a été un festival, je dois le dire, vraiment, un festival, je me suis régalé, un festival de sortie sous pression. Grande qualité. Et bien souvent, on a un circuit qui est franchement intéressant. Vous avez, donc là c'était Rémi Descamps, qui d'ailleurs, faut le dire, Rémi Descamps a fait un match plutôt bon en tant que gardien pur, défensif, mais aussi dans le jeu au pied. Il a plutôt un bon pied gauche, et je ne l'ai pas vu stresser quand il fallait relancer sous pression. Et dans ce match-là, quand on avait le ballon plutôt en bloc reculé, en bloc bas, on a vu très souvent Rémi Descamps temporiser, ballon sur le pied gauche, temporiser, tranquille, faire aspirer les attaquants d'Hambourg, du 3-4-3 côté Michel Palzin, et quand l'aspiration était enclenchée, tout de suite il trouvait sur les côtés nos 2 centraux qui écartaient le plus possible Niakate, Mata, et là relance sur les côtés. Pour le coup, vraiment un processus de relance qu'on a vu l'an passé à de multiples reprises. Mais là, on a eu aussi une petite variation que j'ai vraiment aimée, hyper intéressante, toujours en bloc bas pour l'OL, donc Rémi Descamps le ballon, et on a vu donc une seconde manière de déstructurer le bloc hambourgeois sur une passe. En fait, c'est simple. Rémi Descamps avait le ballon, Niakate écarté à gauche, Mata écarté à droite, et dans l'intérieur du terrain, on avait Abner qui quittait le flanc gauche pour venir dans l'axe, et Koumbedi en faisait autant, et devant, les 2 ailiers à gauche Fofana et à droite Maitland-Niles, eux aussi le faisaient. Il y a eu plein de séquences, peut-être 3-4 au cours de l'heure de match, pour les titulaires a priori, où on a vu ça. Rémi Descamps très bas, qui temporise, il fait mine de passer pour Niakate à gauche ou Mata à droite, et là il trouve dans une passe assez verticale sur 20-30 mètres, quelqu'un comme Abner ou Fofana. Et ça a été vraiment très très bien joué, la qualité
de cet OL-là sous pression pour ressortir les ballons, c'est de toute beauté. C'est le point, je dois le dire, c'est le point qui me régale le plus depuis 6 mois sous Fonseca. C'est la qualité des sorties de balles sous pression, avec une prise de risque qui est assumée, c'est vrai, mais quand elle est vraiment réussie, ça fait très plaisir à voir. Maintenant, en seconde mi-temps, c'est un petit peu différent évidemment, on passe sur un 4-3-3 toujours, mais un 4-3-3 qui est largement remanié, avec beaucoup de jeunes joueurs. Je vous mets la compo à l'écran, donc au cage, Lassine Diarra que j'aime beaucoup. Il a un petit côté, je trouve, Brice Samba dans les allures. Voilà, j'aime bien Diarra. Latéral gauche, Chaïb, dans l'axe, une paire, Tchaletatsar plus Ruben Kluivert qui a fait ses grands débuts positifs sous l'OL, très convaincant je trouve, fort dans les duels et plutôt bon à la relance, bien, très bien. Latéral droit Barisic qui je pense aura une place, une carte à jouer l'an prochain, il est mature, je pense qu'il est prêt pour ce niveau-là, il a une forme de, je trouve, d'assurance qui me plaît bien, et parmi tous les jeunes de l'OL, je pense que Barisic est le plus prêt pour le haut niveau en Ligue 1. Et au milieu de terrain, donc 3 joueurs, Gonçalves, Matic et De Carvalho, et devant un trio, Afonso Moreira, Alejandro, et à droite, Rémi Humbert. Donc une équipe largement remaniée, très jeune. Je pense que si on fait la moyenne d'âge du 11, alors Matic va largement alourdir la moyenne, c'est vrai, mais on est quand même pas loin des 20 piges, à mon avis, là, 20-21 ans, grand maximum. Donc une équipe très jeune, et forcément, qui dit équipe très jeune et remaniée, et pas rompue aux joutes du plus haut niveau, contre Hambourg bien sûr, dit forcément difficulté. Ça paraît normal, on est un petit peu reculé, on a plus subi, c'est pas illogique, mais ça c'est un point aussi qui est très positif. Malgré ça, même si l'OL a pas mal reculé, on a vu une équipe de jeunes qui n'ont pas lâché, qui ont été vaillants, et dès qu'ils l'ont pu en transition, ils ont piqué. Le but d'Afonso Moreira sur une passe de l'extérieur du droit d'Alejandro Gomez, pour moi, c'est typiquement ce qu'on a su bien faire. On défendait bien dans un 5-2-2-1. On a vu un OL qui était fort dans la verticalité en projection, qui avait des cannes, et ça allait vraiment très vite devant en transition défense-attaque. C'est pour moi l'un des 2-3 grands marqueurs de Fonseca, la faculté qu'il a à donner à ses équipes des qualités en transition. Voilà, c'est assez frappant. Il aime ce football-là de transition rapide, où ça va vite de ton camp vers le camp adverse. Et quand je dis jeu rapide, ce n'est pas un foot de transition kick and rush, long ballon, version foot anglais années 80-90, pas du tout. C'est un foot qui est pensé, où sur 2-3 passes, des triangles côté gauche où tu as le milieu relayeur gauche qui vient aider Abner, puis devant l'attaquant gauche. Sur un jeu de triangle, tu peux tout de suite créer l'espace parce que les uns par rapport aux autres bougent bien. Et tout ça, vraiment, si on le combine, jeu de transition, jeu de mouvement, jeu de position, c'est vraiment le foot que, je pense, idéalise le plus possible Paulo Fonseca, et quand ça marche bien, il faut le dire, c'est beau à voir. Maintenant, il y a quelques manques, bien sûr, tout n'a pas été parfait, c'est vrai. Si on prend le 11 de l'OL, il y a des trous qu'il faut combler, ça paraît assez criant. Dans ce 4-3-3, on pourrait encore mieux faire, en sublimant la belle animation de l'OL par un créateur qui pourrait distiller le jeu, tout en respectant les principes de jeu vertical, transition rapide. C'est pas incompatible. Voilà, donc c'est l'un des points qu'il faut améliorer. La créativité face à un bloc bas est très groupée. Et surtout, pour moi, il y a un manque assez important, malgré tout, c'est dans le cœur du jeu. Pour moi, il manque un profil dynamo, dans le sens qui met du rythme dans les matchs, qui va insuffler quelque chose, le pressing, l'envie, le mouvement vers l'avant. Il faut ce profil-là. On a des bons profils de joueurs, c'est vrai, mais un peu trop lents par rapport à ce que l'OL pourrait faire en mieux. En fait, pour faire simple, les amis, si l'OL part sur un foot de transition, moi, ça me va. C'est un foot que j'aime bien. Mais le foot de transition, avec des joueurs qui, même si là, ils font un bon match, attention, je ne tiens pas à dénigrer quiconque, mais je pense qu'il faut des profils un peu plus rapides, un peu plus intenses, et qui ont plus de volume de course. C'est important. J'en parle souvent, mais un profil box-to-box comme Doumbia à Antwerp, c'est l'un des profils que, si on avait les moyens de le faire évidemment, mais que j'aurais ciblé pour oxygéner l'OL dans le cœur du jeu, c'est tellement important. Enfin bref, je chipote, je le sais, c'est mon côté un petit peu perfectionniste qui ressort. Très bon match de l'OL en 2 temps, une mi-temps maîtrisée avec de très jolis buts, transition de grande qualité, sortie sous pression de grande qualité également, une seconde heure de jeu plus difficile c'est vrai, mais très vaillante, courageuse, structurée, et nos petits gones ont fait le job. Bravo au staff, bravo aux joueurs.
un vrai bon match de pré-saison pour l'OL. Allez, on passe à la suite. Maintenant, c'est le mercato pour l'Olympique Lyonnais et les deux grands dossiers du jour qui rythment l'actu mercato de l'OL. On commence tout d'abord par Lucas Perry. Je prends l'article de l'équipe qui résume bien ce que je voulais vous dire. Hop, le voici, le voilà. C'est fait donc pour Lucas Perry à Leeds. Nouvelle grosse vente pour l'OL au mercato estival 2025. L'Olympique Lyonnais s'est mis d'accord avec Leeds pour le transfert définitif de son gardien Lucas Perry, estimé à 16 millions d'euros qui iront entièrement, précision très importante, dans les caisses de l'OL. Le Brésilien a passé sa visite médicale et va s'engager pour 4 ans avec le club du nord de l'Angleterre. Info de Régis Dupont, donc aujourd'hui, sous les coups de 9h40. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, les amis? On retient que déjà, Lucas Perry part pour 16 millions à Leeds. 16 millions qui iront intégralement dans les poches de l'OL, parce qu'on a appris ça aussi hier, précision assez importante. L'OL a racheté via une option qu'il avait sur le contrat du joueur, les 50% restants que détenait Botafogo. Donc fort logiquement, l'OL percevra tout le montant de la vente vers Leeds, donc pour Lucas Perry. Certains diraient, Mika, transfert qui me dégoûte un peu, parce que voilà, on aurait dû le garder. Ce point de vue-là, je peux le comprendre, les amis, parce que c'est un bon gardien, qui a un profil de gardien qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, très grand, un colosse. Lucas Perry, c'est littéralement Hercule, des grandes mains, grande envergure, très puissant, très costaud. Bien sûr, moi j'aime bien ce profil-là, j'aime bien Lucas Perry. Mais il faut aussi être cohérent avec toutes les parties. Pour l'OL, il y a un besoin de cash, on le sait, il a été acheté donc 3 millions dans mon souvenir, et donc 3 millions en plus si l'OL a acquis les 100% du contrat du joueur, et on le vend 16 millions. Donc, d'un point de vue comptable, l'OL fait une plus-value. Ça, c'est le point positif. C'est pas non plus une énorme plus-value, c'est vrai. Certains m'ont dit, Mika, on aurait pu espérer le vendre peut-être 20, 25. Je ne sais pas, parce que prenez un cas concret. Si on prend le cas de Boulka, le goal niçois qui est parti en Arabie Saoudite, Boulka part pour, je crois, 15 millions d'euros. Et dans mon esprit, dans la hiérarchie des gardiens en Ligue 1 de l'an passé, Boulka, je le pense vraiment, il est un petit peu au-dessus de Lucas Perry. Donc, voilà, c'est pas un montant qui est fou, c'est vrai, mais c'est du cash pour l'OL dans l'optique de satisfaire la DNCG et aussi le contrat, le pacte de surveillance avec l'UEFA et l'ICFC. Il y a vraiment zéro surprise, c'était l'une des 2-3 grandes ventes programmées par l'OL devant la DNCG. Côté joueur, on peut imaginer qu'il fera peut-être x3, x4 sur le salaire, donc je peux le comprendre aussi. Pour quasiment toutes les parties, c'est un deal gagnant. Maintenant, à nous de trouver un gardien qui peut correspondre parfaitement bien à ce que demande Fonseca, notamment le jeu sous pression, pour sortir proprement les ballons. L'un des domaines, il faut le dire, où Lucas Perry a été parfois un petit peu moyen l'an passé. Alors malgré tout, attention à ne pas non plus oublier trop vite ce qu'on a aimé hier. Parce que Lucas Perry, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais gardé. Bon gardien, moi franchement, si on me disait qu'il reste à l'OL, ça me va, super, bon profil, grand, puissant, grosse détente, il y a eu des matchs où il a littéralement écœuré l'équipe d'en face. Rappelez-vous ce match à Glasgow, contre les Glasgow Rangers, où il avait été phénoménal. Je me rappelle d'une parade sur une frappe du latéral gauche brésilien des Glasgow Rangers. Son nom, c'était quoi? C'était Cafu, je crois, un truc comme ça, où Lucas Perry fait une parade de folie, mais vraiment de folie. Donc vraiment, c'est un bon gardien, une perte sportive, oui, mais c'est pas non plus mission impossible que de le remplacer. Il y a plein de profils de gardiens qui collent bien avec ce que Fonseca demande, jeu au pied, très bon sous pression pour libérer sur une passe de l'espace. C'est possible, ça se trouve. En Ligue 1, il y a des profils comme ça. Et quand je vois le gardien de Molenbeek qu'on a affronté il y a maintenant 4-5 jours, qui, par son pied gauche, pouvait trouver sur 20 mètres, 30 mètres facilement l'un de ses coéquipiers, je me dis que bon, des profils de relanceurs, ça existe. C'est pas impossible. Donc on verra bien. Est-ce que l'OL se portera sur un candidat, un profil de gardien plutôt bon relanceur? Est-ce qu'on ira sur un profil qui connaît bien la Ligue 1? Est-ce qu'on ira sur un profil plutôt bas coût, mais qui apporte des assurances, une garantie pour la Ligue 1? Je ne sais pas, on verra bien. Autrement dit, est-ce qu'on ira plus sur un profil comme Lorenzo Toriani du Milan, très jeune mais excellent jeu au pied? Est-ce qu'on ira vers un profil plus expérimenté et libre comme Vogo, l'ancien Lorientais? Est-ce qu'on ira sur un profil un petit peu intermédiaire, ni trop cher, ni trop jeune, ni trop âgé, comme Yaya Fofana côté Angers? On verra bien, je sais pas, j'ai pas la réponse en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un gardien pour suppléer Lucas Perry. Ou alors est-ce que l'OL fera le choix de prendre dans ces jeunes un profil qui pourrait satisfaire? À mon sens, aujourd'hui, parmi tous les gardiens que l'on a à l'OL, celui qui est le plus à même dans mes critères
de remplacer Lucas Perry. Dans ce qu'on a, ce serait, je pense, Lassine Diarra. Parce qu'il a un bon pied gauche, il a un profil assez jumpy, puissant, tonique, j'aime bien. C'est pas un gros gabarit, il fait je crois un 85 dans mon souvenir, mais c'est un bon profil de gardien. Donc qu'est-ce qu'il pourrait suppléer Lucas Perry? C'est une prise de risque évidemment, mais de ce que j'ai vu de lui contre Hambourg aujourd'hui, je trouve qu'il y a un potentiel vraiment intéressant. Donc on verra bien la suite au prochain épisode. On continue avec donc l'information suivante délivrée par Fabrizio Romano et aussi l'équipe via Hugo, mon cher Hugo que je salue, Hugo Guimet, qui nous disent tous les deux que Fofana intéresse fortement Everton. Alors on le sait depuis très longtemps, Fofana il a un profil qui est dans le foot de maintenant hyper valorisé. Fort dans le 1 contre 1, percutant, déroutant, dynamique, plutôt bon du droit comme du gauche, en tout cas facile des deux pieds. Donc oui, c'est un profil qui intéresse du monde. Et en Angleterre, où on aime ce jeu vertical, intense, ça paraît tellement évident que oui, Malik, il va intéresser la PL. Bien sûr. Maintenant, il y a ce que l'on veut nous faire croire et ce que le joueur veut. Il y a ce que les agents du joueur veulent et ce que le joueur veut. Et là, on va être très précis. Je reprends l'information que Fabrizio Romano a donnée aujourd'hui, à savoir que entre Everton et l'OL, il y aurait un accord pas très loin d'être conclu, aux environs des 36 millions bonus compris. Alors le montant, tout d'abord, pour commencer, le montant, parlons-en un petit peu. Le montant me paraît très faible, c'est vrai, tout le monde le dira, Malik à 36 millions, c'est pas un cadeau, mais presque. On l'a payé, je crois, 19,5 millions il y a maintenant 1 an, quasiment 2 ans. Donc, au vu de ce qu'il produit, je pense que son profil à 20 ans mériterait, à mon avis, moi je le valorise à 45 millions, 45 bien tapé. Donc 36, c'est un peu bas, je trouve. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. On sait que l'OL est en manque de cash. Et ça, toute l'Europe le sait. Sinon, on le sait, l'Europe du foot le sait aussi. L'OL veut du cash pour satisfaire des contraintes qui sont fortes d'un point de vue financier et budgétaire. Là-dessus, pas de suspense. Mais, pour autant, est-ce que Everton, c'est vraiment le choix du joueur ? Je vais un petit peu vous délivrer du contenu que j'ai pu récolter par-ci et par-là. On m'a fait comprendre que Fofana ne voulait pas Everton. Qu'en fait, ce sont ses agents qui font tout, c'est un peu le bordel, pour le placer à droite, à gauche, en PL, et presque, alors pas contre l'avis du joueur, mais en forçant un petit peu la main de tout le monde, quoi. Donc, Everton, c'est clairement pas le choix numéro 1 du joueur. Ça, faut se le dire. Lui, il rêve d'un truc, c'est la Ligue des Champions. Et il y a un club anglais qui est chaud bouillant pour récupérer Malik, c'est Liverpool. Et même si Liverpool fait un mercato de folie, ils ont eux aussi leurs contraintes. Parce que oui, Ekitike, Kerkez, Wirtz, ça coûte très cher, mais ils doivent aussi dégraisser. Et Liverpool serait chaud pour Fofana à 2 conditions. Qu'il puisse vendre tout d'abord Luis Diaz vers le Bayern Munich, qui lui aussi s'intéresse à Malik, Fofana, et secondo, vendre Chiesa, l'Italien. Et tant que c'est pas fait, ils ne peuvent pas embrayer sur Fofana. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, si demain, Liverpool vient, Malik partira. C'est évident, le joueur veut la LDC, veut l'Angleterre et veut un top club. Mais si Everton vient, je ne suis pas sûr que lui soit chaud pour y aller, quoi. Sauf si on le pousse à y aller. C'est ça l'enjeu. En fait, entre ce que on nous dit, ce que les joueurs veulent, ce que les agents, l'entourage veut, il y a parfois un petit delta qu'il faut mesurer. Et là, on est en plein dedans. Parce que oui, attention, on le sait, Fabrizio Romano, c'est le pape du mercato en Europe, c'est sûr, mais il est aussi quand même très proche de pas mal d'agents de joueurs et de certains clubs. Donc parfois, par un jeu de communication, on peut faire d'une pierre deux coups, transformer une information en vérité pour pousser à un deal. Attention à ça, me concernant, je ne suis pas vraiment sûr que le joueur veuille vraiment partir vers Everton, mais là encore, dans le foot, il y a ce que l'on pense, il y a les belles idées, les sentiments, et il y a aussi la réalité économique. Si demain, Everton vient et pose sur la table 40 millions, 45, et propose au joueur un salaire x5, à mon avis, comme tout le monde, comme vous, comme moi, il dira oui, ça paraît tellement normal. Mais à l'instant T, c'est ça qu'il faut retenir, le joueur préférait avant tout le top 5 et la Ligue des Champions en Angleterre. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'effectifs, les amis, 3e thème de la vidéo, on fait un petit retour sur l'effectif de l'OL aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des manques qu'il faudra combler durant le mercato, ça me paraît tellement important. Alors au cage,
Au cage, on a donc Descamps qui devrait partir, si on se fie à ce que dit la presse française, Patouillet et aussi donc Lassine Diarra. Donc est-ce que l'OL fera l'effort de prendre un gardien en plus? Je pense que oui, et c'est plus ou moins ce qu'a laissé entendre Hugo Guillemet sur Twitter. Il a écrit que l'OL attendait encore une recrue sur le poste de gardien de but. En défense centrale, on a pour l'instant Niakate, Kluivert, Tcheltatsar, Clinton Mata, plus Barisic. Je pense qu'on est plus ou moins complet, il n'y aura pas de recrue, je ne crois pas. J'aurais aimé comme vous, j'imagine que l'OL prenne un profil de central très bon à la relance et qu'il fasse, qu'il soit vraiment un taulier derrière, mais je pense qu'on ne l'aura pas, on n'a pas les moyens de le faire, donc on va oublier. Je pense que nos 4-5 centraux, on les a sous la main. Latéral gauche, Abner va jouer. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Est-ce que l'OL, dans un ultime effort, tentera de faire re-signer Tagliafico? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'en piste crédible, Abner plus Shaib. Ça me paraît très léger. Donc pour moi, il y a un besoin. Gardien, c'est sûr. Latéral gauche, c'est sûr aussi. Latéral droit, on est complet avec Mata qui peut faire la polyvalence, Maitland Nice, Koumbedi. Parmi les deux, Koumbedi et Maitland Nice, il y en a un qui partira à mon avis. Je pencherai plus pour Koumbedi. Au milieu de terrain, pour moi, c'est le chantier numéro 1. On a Tolisso, Matic, Mangala, Tessman, on a le petit Rallis Mera et aussi Diawara. Diawara qui d'ailleurs s'est fait, on peut le dire, sanctionner. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Sur le match contre Hambourg, il a joué seulement en toute fin de match. C'est pas illogique, je le dis, je le redis, ces deux matchs contre Villefranche et Molenbeek, il m'a littéralement gonflé par sa nonchalance. Voilà, on aurait dit qu'il était là un peu en mode détente, j'ai pas aimé, et le staff non plus visiblement. Et là pour le coup, dans le cœur du jeu, il y a des besoins qui sont clairs, j'en parle depuis très longtemps sur la chaîne, je pense qu'il nous manque un profil de 6 purement d'équilibre, milieu de terrain défensif qui va être là pour, en transition attaque-défense, assurer un équilibre d'ensemble. Il nous manque ce profil-là, alors soit on penche pour un numéro 6 d'équilibre, soit sur un 8 box-to-box. En fait, j'imagine deux scénarios possibles. Soit l'OL en 4-3-3, les dirigeants se disent, il nous faut un profil d'équilibre, un numéro 6. Dans ce cas-là, devant lui, il faudrait deux relayeurs qui font la transition milieu-attaque, qui ont beaucoup de volume de course. Exemple typique, Tolisso. Dans ce cas-là, je dis oui. Ou alors, option 2, la cellule sportive se dit, plutôt qu'un 6, prenons un 8 complet qui a un gros volume de jeu box-to-box. Et dans ce cas de figure, on pourrait très bien imaginer en 4-3-3, Pierre Lesmelou pointe basse, qui pourrait distiller les ballons, je longe, je cours un petit peu en mode Regista pour ceux qui aiment le football italien. Et devant lui, deux relayeurs Tolisso axe gauche et axe droit. Un autre profil de relayeur box-to-box très complet, gros volume de jeu, c'est aussi une possibilité. Donc il y a deux choix possibles, soit un 6 d'équilibre, soit un 8 box-to-box, mais pour moi il faudrait les deux en fait. Il faudrait à la fois un numéro 6 puissant d'équilibre et un 8 complet, gros volume de jeu. Je pense qu'on ne fera que l'un des deux, ce qui en soi serait déjà plutôt pas mal. Et devant, donc au poste d'ailier droit, ailier gauche confondu, Fofana, Nuama, Morera, Molébé, ça fait peu, et si en plus on perdait le petit Malik, il faudrait forcément en prendre quelqu'un. Je pense qu'il nous faut non pas un, mais deux ailiers. Buteur, Bikotadze, Molébé, Alejandro, et c'est tout. Donc ça me paraît un peu juste. Est-ce que le club fera confiance aux jeunes, Molébé, Alejandro? Pourquoi pas? Ce serait pour moi un petit peu risqué, pour tout vous dire, avec l'Europa League et la Ligue 1. Si Miko se pète, après c'est un peu le désert, il n'y a pas de garantie malheureusement. Donc je pense qu'il faut un numéro 9. Donc si je résume, il nous faudrait dans mon optique à l'instant T, je dis bien dans mon optique à l'instant T, un gardien, un latéral gauche, il faudrait un 6, un 8 dans mon idéal, il faudrait un 9 et deux ailiers. Ça fait donc 7 profils qu'il faudrait aller dénicher. Maintenant, je suis lucide, on est sur un OL low cost avec très peu de moyens. Je pense que sur les 7, si déjà on a 3 postes qui sont comblés, on pourra s'estimer heureux. Je le dis franchement, si déjà on prend un gardien, un milieu de terrain complet qui a un gros volume de jeu et en plus un ailier, voilà, ce sera déjà à moindre mal. C'est pas totalement bien, ce que j'aurais pu imaginer, mais ce serait à moindre mal. Maintenant, on verra bien, est-ce que les dirigeants pourront faire l'effort d'aller trouver autant de profits? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Et si oui, avec quels moyens justement, à quel coût? J'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faudrait ça si vraiment on veut être ambitieux à la fois en Ligue 1 et en Europa League, parce que sinon, le risque, vous le connaissez comme moi, c'est que l'OL, avec les matchs qui vont s'accumuler, environ une cinquantaine de matchs, Ligue 1, Europa League, Coupe de France confondue, l'OL pourrait s'écrouler physiquement. C'est le risque. Et malheureusement, dans le Money Time, tu gagnes quand tu es le plus frais physiquement. Et pour ça, il faut un effectif assez dense. Et aujourd'hui, quand je vois l'effectif qui commence contre Hambourg et qui finit le match contre Hambourg, je me dis que on est un peu trop juste. Donc il faudra étoffer et si possible, upgrader, apporter un petit plus, notamment dans le cœur du jeu, c'est le point le plus important à mes yeux, un profil
de joueur qui va oxygéner un poumon, quoi, une dynamo qui mettra du rythme, intensité, agressivité et beaucoup de projection. Voilà en gros les gones, ce que je voulais vous dire. Sur ce, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, pensez au petit pouce, aux commentaires, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Ciao ciao, et allez l'OL, très vite on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut.